Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce temps d'échange autour de mon espace santé en ESMS. Donc, avant de démarrer, quelques petits rappels. Donc, vos micros, normalement, sont désactivés. On les réactivera pour la partie interactive questions-réponses en deuxième partie. Sur cette partie-là, on vous demande néanmoins de les conserver coupés tant que vous ne parlez pas parce qu'on va être assez nombreux. Du coup, c'est évite le pugilat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la conversation. Soit on y répondra en cours de route, soit on les prendra à la fin également pour y apporter des réponses. Et dernière petite information, donc ce webinaire est enregistré. On pourra vous communiquer le lien du replay à l'issue si vous avez des obligations ou vous devez partir avant. Donc aujourd'hui, le programme du Café e-Santé, on va vous faire un très bref rappel sur où on en est de mon espace santé, avec un focus bien entendu sur les ESMS. Et puis, on vous parlera aussi de l'expérimentation Mon Espace Santé qui s'est tenue l'an passé dans les ESMS. Tout ça sera illustré par un témoignage. Donc, je remercie Monsieur Ribière et Monsieur Gérard Depal de l'ADAPI 63 de leur intervention. Ils vous partageront donc ce qu'ils ont mis en place dans le cadre de cette expérimentation Mon Espace Santé l'an passé, pour vous parler de leur retour d'expérience sur cette mise en application. Et puis, on gardera un petit temps de 15-20 minutes à la fin pour un échange interactif questions-réponses. Donc, voilà pour l'introduction. Je passe la main à Fanny Lagarde pour la partie Mon Espace Santé. Merci Cécilie. Donc bonjour à toutes et à tous. On va débuter donc ce webinaire avec une rapide présentation des chiffres en Auvergne-Rhône-Alpes, en commençant par un chiffre clé, donc celui des 25,3% de personnes qui ont activé leur espace santé en Auvergne-Rhône-Alpes, qui fait de notre région la première région de France en termes de taux d'activation Mon Espace Santé. Ce chiffre, il souligne un engagement fort de la part des usagers dans la numérisation de leur parcours de santé. En 2024, on dénombre plus d'1 755 000 visiteurs connectés à Mon Espace Santé. Donc, c'est une augmentation spectaculaire par rapport à 2023, qui traduit un intérêt croissant pour la gestion en ligne des informations de santé des usagers. Et au niveau des professionnels, en 2024, il y a plus de 10 000 professionnels qui ont consulté le DMP. Donc, c'est une hausse de 62% par rapport à 2023, ce qui témoigne de la façon dont le numérique est devenu un outil indispensable dans la pratique quotidienne des professionnels. On va faire un rapide focus Ségur en ESMS. Donc, le Ségur de la santé, il permet de financer l'équipement des ESMS avec des dossiers usagers informatisés version Ségur. Donc, c'est-à-dire en capacité d'interagir avec Mon Espace Santé et d'intégrer la messagerie sécurisée de santé au travers de programmes comme le SMS numérique ou le dispositif SONS. Donc, à ce jour, sur les 6 000 ESMS en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a plus de 2 500 établissements qui sont inscrits au programme ESMS numérique. Il faut noter que l'année 2025, ce sera la dernière année de l'appel à projet sur lequel des graphes d'établissements peuvent encore candidater. Et donc, sur le graphique, on constate que les secteurs d'activité les plus mobilisés sont ceux de la personne en situation de handicap et de la personne âgée, avec respectivement 1131 et 466 établissements bénéficiaires du programme ESMS numérique. Le dispositif SONS, quant à lui, il est achevé, mais il aura permis de financer la montée de version de logiciel de 1113 établissements supplémentaires. Et donc, au cumul, en Auvergne-Rhône-Alpes, 3 676 établissements possèdent une version référencée Ségur. Donc, cette forte mobilisation autour du Ségur en santé dans les ESMS, il a contribué à une véritable transformation dans la gestion des parcours de santé. Cette modernisation, elle a eu un impact direct sur l'utilisation des outils numériques et notamment le DMP. Donc, en effet, la mise à jour des infrastructures et des pratiques grâce au Ségur a permis une augmentation significative de l'utilisation du DMP, tant au niveau de l'alimentation que de la consultation. En 2024, on dénombre plus de 145 000 DMP alimentés, ce qui implique que plus de 1100 établissements ont activement contribué à l'alimentation du DMP, facilitant ainsi l'accès aux informations médicales nécessaires pour une prise en charge efficace. Et donc, sur cette même année 2024, ce sont plus de 418 000 documents qui ont été alimentés dans les DMP.
Et pour finir, les professionnels ont consulté plus de 2200 documents, ce qui montre l'appropriation du DMP par les acteurs et l'importance de cet outil dans la gestion des parcours de soins. Et je laisse la parole à Pierre-Guillaume. Donc, je vais prendre le relais sur, je veux dire un mot, non, sur la présentation du coup du bilan par rapport à l'expérimentation, donc Mon Espace Santé, qui a donc eu lieu effectivement l'année dernière, hein, du coup au niveau des ESMS sur l'ensemble du territoire national, mais également donc bien sûr au niveau de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, très rapidement, vous redonnez un peu les grands périmètres, hein, du coup, au niveau de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il y a 5 établissements qui ont participé à l'expérimentation sur donc, les secteurs donc, personnes âgées, personnes en situation de handicap et du domicile également. Donc, ça a été un temps de 9 mois d'expérimentation autour de différents parcours donc, qu'ils ont eux-mêmes proposés, créés, du coup. Donc c'était entre février et octobre 2024, et donc on a 4 départements qui ont été du coup ciblés, donc l'Ain, le Puy-de-Dôme, le Rhône, Métropole et l'Isère du coup. Donc au niveau des grandes réussites et puis aussi des points un petit peu focus qu'on peut mettre en avant par rapport à cette expérimentation, c'est que alors l'un des axes hein, qui avait été mis en avant un petit peu sur la table, hein, c'était aussi de réfléchir au profil de l'aidant numérique. Puisque aujourd'hui, quand on accompagne en ESMS une personne accompagnée, alors parfois la personne peut bien sûr par elle-même donc consulter Mon Espace Santé, mais parfois pas, et très souvent, en tout cas dans une grande majorité de cas, puisque les personnes sont souvent vulnérables, eh bien, il y a un besoin d'avoir un aidant qui soit présent au quotidien et avec lequel donc est souvent en échange le SMS. Et du coup, à cette époque, en tout cas, il y avait vraiment une réflexion qui était au tout début, on peut dire, sur eh bien, qu'est-ce que pourrait être l'aidant numérique de demain, cette personne, au fond, cet aidant, qui est souvent en lien avec le SMS, et au fond, quels pourraient être ses droits, qu'est-ce qu'il pourrait voir dans le DUI, dans le DMP, dans le Mon Espace Santé du coup de l'usager, à quoi il pourrait avoir accès, du coup, pour pouvoir aider la personne dans ses démarches au fond de santé et d'accompagnement au sens large. Donc l'expérimentation, elle avait vraiment aussi pour but de venir un petit peu faire en sorte que les ESMS dans l'expérimentateur du coup puissent poser des questions aux aidants, voir un petit peu quels étaient leurs retours d'expérience pour raffiner un petit peu aussi ce profil de l'aidant. Donc c'était assez intéressant. Il y a eu 12 parcours testés au total sur les 5 ESMS du coup, 13 événements de sensibilisation en direction des usagers et ou des professionnels donc, qui étaient au sein de la structure, qui ont été mis en place. Plusieurs supports de communication aussi qui ont été donc produits, que ce soit des affiches, des courriers d'information, et également sur l'un des établissements, une vidéo donc en langue des signes donc française en type motion, du coup, pour la sensibilisation de Mon Espace Santé. Et puis, bien évidemment, ça a permis de mettre en lien le secteur médico-social avec aussi les partenaires libéraux et également du sanitaire pour avoir des échanges sur, au fond, est-ce que vous consultez bien les documents que je mets dans le dossier médical partagé dans Mon Espace Santé, est-ce que vous en envoyez bien aussi, etc. Voilà, d'avoir ces échanges-là, ce qui permettait aussi de clarifier un peu la vision de qui faisait quoi, et au fond, de bien montrer que cette démarche-là, elle commençait à être impulsée. Du coup. Ça, c'est juste une clarification, mais parce qu'on sent au niveau, durant l'expérimentation, en tout cas, que ce n'était pas très clair de savoir, quand je suis un établissement, au fond, quand est-ce qu'il faudrait que j'envoie un document dans le dossier médical partagé et quand est-ce qu'il faudrait que je l'envoie dans la messagerie citoyenne, au fond, de l'usager. Et donc, c'était important qu'on se redise ensemble, du coup, dans quel cas je vais aller plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre. Et en fait, au niveau du DMP, on est vraiment dans l'idée que, logiquement, le document qu'on va envoyer, il va servir à la communauté de professionnels qui, donc là, médicaux, paramédicaux, qui vont accompagner la personne. Et donc, du coup, qui devraient être à leur vue. En tout cas, ils pourraient en prendre connaissance grâce au fait de déverser dans le dossier médical partagé. Là où, quand on va envoyer un document ou un message donc à une personne accompagnée directement dans sa messagerie citoyenne, là, bien évidemment, c'est un document qui, avant tout, doit être mis en visibilité de la personne elle-même. Et après,
c'est elle qui décidera s'il y a de l'intérêt ou pas à le mettre dans le dossier médical partagé, et le mettre en visibilité de l'ensemble des professionnels de son environnement, dans mon espace santé, ou pas. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est plutôt de quel périmètre, en fait, le document, il doit venir, c'est quel périmètre il doit être lu, ce document-là. Donc, c'est un peu ça qui doit guider les établissements dans quand est-ce qu'il faut que j'envoie un document dans le dossier médical partagé, dans la messagerie sécurisée citoyenne. C'est quand même pas le même objectif de base. Et enfin, juste vous redonner ces éléments par rapport à l'inclusion numérique et au fond, comment aussi en établissement, ou même n'importe quel citoyen peut être en tout cas aidé avec mon espace santé. De toute façon, il existe donc des structures d'aide au service du numérique avec tous les maisons France Service en particulier. Donc là, sur support, en cliquant sur la petite vignette France Service, vous retournerez sur le site internet de France Service qui vous permet d'avoir accès effectivement à l'ensemble des maisons. Et puis, il y a aussi des réseaux d'ambassadeurs, du coup, au cas par cas, ça, c'est une possibilité aussi. On peut vous aiguiller en cas de besoin pour essayer d'en trouver un. Et ensuite, il y a le numéro aussi disponible en cas de besoin. C'est le 3422. Il est aussi assez... il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Celui-ci, c'est un numéro conseil assez intéressant, en tout cas, qui peut aussi aider du côté professionnel ou usager. Et puis, enfin, une fiche spécifique qui permet de traiter l'ensemble des dispositifs qui sont mis à disposition pour les personnes en situation de handicap. Donc là, pareil, vous aurez le lien vers cette fiche de l'ANS qui est assez intéressant en termes pour faciliter l'accessibilité à mon espace santé. Et en dessous encore, comme vous pouvez le voir, il y a la page de l'ANS aussi qui vous sera donnée du coup pour pouvoir avoir accès à un ensemble de supports pour vous aider à communiquer, sensibiliser autour de mon espace santé. Et puis on a aussi mis le site de Santé BD qui peut contenir des éléments. Voilà, je m'arrête là. Du coup, Monsieur Ribière, on vous passe la main. Alors, votre micro est coupé. Excusez-moi. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, je vais donc vous faire un retour d'expérience sur l'expérimentation de mon espace santé et les déploiements de cette expérimentation au sein de notre organisation, donc l'ADAPI 63. Donc tout d'abord, je vais vous parler un peu de l'environnement dans lequel cette expérimentation s'est déployée. Nous avons fait le choix de déployer sur l'ensemble de notre association et ça correspond à peu près à 75 établissements et services avec toutes les filières confondues, donc la filière enfance, habitat, prévention et travail adapté. Donc on a fait le choix de le déployer sur l'ensemble du parcours des personnes accompagnées. Et ça correspond donc à une grappe unique qui touche à peu près 1200 personnes. Voilà. Je vais maintenant vous parler de comment méthodologiquement on a communiqué auprès des familles et des tuteurs, sachant qu'on était dans un contexte où on avait deux appels à projets simultanés, donc à la fois celui de l'ESMS numérique donc sur l'ensemble des établissements, et l'expérimentation donc de mon espace santé sur la Masse-les-Charmes, qui est à Chigny-Vertaison. Voilà, donc en amont du déploiement de ces projets, nous avons fait 7 réunions d'information avec les aidants, qu'ils soient des représentants légaux, tuteurs ou les familles. On a bénéficié, c'est le soutien, mais ce n'est pas le cas et ce n'est pas obligatoire dans tous les territoires, mais de l'assurance maladie du Puy-de-Dôme pour faire ces rencontres et travailler donc sur les freins, les leviers, les potentiels rejets de l'utilisation de ces outils numériques et essayer de comprendre un petit peu quels pouvaient être les axes à améliorer pour faciliter le déploiement de cette expérience. Donc, cette réunion d'information ont permis donc d'initier les démarches d'accès à mon espace santé et de lancer l'expérimentation. Sur le terrain, comment nous avons expérimenté? Nous avons expérimenté 5 scénarios d'utilisation des outils et on les a travaillés
point par point. Donc, la première expérimentation que je vous présenterai de manière un peu plus détaillée par la suite, c'est le scénario quand on est du domicile et qu'on va vers une hospitalisation en urgence. Le deuxième scénario était le retour d'hospitalisation en urgence. Le troisième était celui de la réalisation d'actes de prescription de biologie en établissement médicalisé. Le quatrième scénario était la consultation chez un spécialiste. Et le cinquième était celui de la communication médicale avec la messagerie citoyenne. Voilà, afin de bien identifier dans quel cadre on pouvait effectivement utiliser mon espace santé, à la différence du DMP. Donc, les outils et leurs usages qu'on a utilisés dans le cadre du déploiement de cette expérience, eh bien, tout d'abord, nous avons qualifié les INS pour 95% des dossiers de nos usagers. Il a fallu tout d'abord voir comment on pouvait rendre l'interopérabilité de la qualification pour pouvoir qualifier les INS à partir d'Ogiris, puisqu'on voulait que le dossier unique de l'usager utilisé dans les établissements puisse permettre de qualifier les INS. Nous avons aussi, par Pro Santé Connect, remplacé nos tokens par des cartes CPE et CPS qui permettent l'accès au dossier aux personnes habilitées à ordre. Créer des boîtes professionnelles et créer des boîtes organisationnelles par établissement. Et également réfléchi à comment nous pouvions alimenter le DMP via le dossier unique de l'usager, notamment par la procédure et l'envoi des DLU, via le dossier unique de l'usager vers les DMP. Voilà les différents outils qui ont été mis en place pour le déploiement des expérimentations dans le cadre de l'appel à projet. Je vais vous présenter plus précisément le scénario numéro 1, donc, qui était le domicile vers l'hospitalisation en urgence. Donc on a fait un process, une sorte de logigramme, étape par étape, qui nous permet d'identifier qui intervient, qu'est-ce qu'on utilise, soit le DMP, soit la messagerie de santé, mon espace santé, et étape par étape, quels étaient les détails. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous a aidé, nous, à identifier au sein des établissements qui faisait quoi et vers quel espace, vers quel outil on se dirigeait. Donc la première étape, dans le cadre d'une hospitalisation en urgence à partir du domicile, donc ça peut être à partir de l'établissement ou du domicile si on est en service d'accompagnement, c'est important de le préciser. Donc la première étape était de constater ou de suspecter une urgence médicale. Le détail de l'étape, c'était donc de repérer les signes d'une urgence médicale, mettre en sécurité, alerter par téléphone l'équipe. Donc ça, c'était les détails de l'étape, on va dire, opérationnelle, pour ensuite voir, à l'issue, tout de suite, après la gestion de l'urgence, quels usages on avait. Est-ce qu'on utilise le DMP et la messagerie de santé à cette étape? Non. La deuxième étape était ensuite d'appeler le SAMU. À ce moment-là, consultation du DMP par le SAMU, puisqu'on envoie le DLU dans le DMP et celui-ci alimente l'équipe d'urgence de SAMU pour connaître les prescriptions actuelles, les habitudes de vie, les derniers examens faits, bref, pour pouvoir répondre à l'urgence dans le cadre de l'hospitalisation. La troisième étape, donc, qui était informer les parties prenantes. Donc, vous voyez que non, on n'utilise pas le DMP. Sur tout le déroulé du process et du scénario, je vais m'en arrêter là. Vous voyez qu'on a essayé d'intégrer les usages du DMP et des MSS dans notre processus d'intervention en établissement. Ce qui permet de très très vite intégrer et de le rendre opérationnel dans nos usages. On a fait donc le distinguo sur la fin, c'est là peut-être le plus important sur l'étape 6, 7 et 8, c'est que lorsque la personne est à l'hôpital, le médecin peut prendre donc connaissance des éléments médicaux via le DMP. Dès l'accueil à l'hôpital et à l'admission, ils peuvent vérifier donc l'INS. Et ensuite, par la suite, à la suite de l'hospitalisation et dans l'après-coup, là, il y aura véritablement, c'est ce qui nous a semblé, une pertinence à utiliser la messagerie de santé pour y déposer des éléments à l'usage par les médecins, les infirmiers et les médecins de la structure à l'attention du patient.
Voilà pour ce scénario que je vous présente, qui en fait représente comment on a décliné l'ensemble des autres scénarios, puisqu'on en avait 5 en tout. Maintenant, je vous propose de faire un petit SWOT sur quelles ont été finalement les réussites et les leviers de cette expérience. Nous, finalement, dans le cadre de cette expérience, ça nous a permis de faire avancer nos projets de fonds, qui étaient finalement suspendus parce qu'on était limité dans le cadre de la simple utilisation du dossier unique de l'usager. Nous, ça nous a permis de, pour le coup, intégrer véritablement le parcours de soins avec le lien qu'on peut faire entre le dossier de l'usager et le DMP. La procédure pour qualifier les INS a été assez simple et rapide, sauf dans le cas de cas très très rares où on a des personnes qui sont en situation d'attente de clarification des identités. Mais sinon, la procédure de qualification des INS a été très, très facile techniquement. On a également une facilité, je trouve, nous trouvons, technique d'alimentation de consultation du DMP, puisque en un clic, via notre dossier unique de l'usager, on peut alimenter le dossier. Donc ça, c'est plutôt un gain de temps, et on peut le démontrer, parce qu'on a pu avoir, on verra dans les freins, des fois des réticences directes de nos équipes pour nous dire « ouais, mais ça peut prendre du temps, ça peut surajouter à notre travail au quotidien ». Ça prend moins de 5 minutes d'alimenter un DMP avec un DLU. Ce qu'on a trouvé d'intéressant aussi, c'est que la communication était très adaptée pour les familles et les aidants, notamment avec ça nous a permis, nous, d'envoyer des courriers types pour informer et recueillir parfois le consentement, notamment pour l'alimentation et la consultation du DMP. Puisque nous, on a tenu, mais c'est un positionnement associatif, à ce qu'on puisse informer et recueillir le consentement et tracer le consentement des aidants, notamment pour permettre l'accès au dossier par du personnel non habilité à ordre. Puisque ça peut être le cas, nous, pour des établissements, on a du personnel non médicalisé, je pense au foyer occupationnel, au foyer d'hébergement. Donc, on a mis en place une procédure pour recueillir, informer et recueillir le consentement, et voir comment on traite ensuite le refus de consentement d'accessibilité au DMP. Ce qui a permis aussi de développement de l'expérimentation, c'est finalement un suivi assez régulier par Nicolas Pinon, notre chargé des applications, qui a suivi les cas d'usage, notamment à la messe de Chigna pour mon espace santé. On a aujourd'hui sur notre terrain professionnel des gens qui sont montés en expérience et en compétences, notamment sur la compréhension et leur place et les vigilances à avoir dans le cadre du parcours de soins. Et aujourd'hui, cette expérimentation nous a permis aussi de répondre à 2 obligations de l'ARS. C'est l'identito-vigilance et le respect aussi du circuit du médicament. En termes de freins, on peut avoir encore des difficultés en interopérabilité, avec l'interopérabilité entre notre dossier unique, notre logiciel métier Ogiris et la MSS. On a aussi sur le terrain la présence de nombreux intérimaires infirmiers, ce qui peut compliquer la gestion parce que on n'a pas de compte IDE remplaçant. Et donc, il n'y a pas de possibilité de messagerie de santé pour ces professionnels. Donc, on a un risque lié aujourd'hui à l'absence de titulaire, ce qui peut nous faire craindre qu'on puisse avoir des informations, des pertes d'informations, si on n'a pas de titulaire. Ce qu'on est en train de vérifier aussi, c'est que certains partenaires de santé n'utilisent pas tous le DMP et la messagerie de santé. Là, on est en train de le voir notamment, et c'est quelque chose qu'on n'a pas essayé de travailler avec un partenaire, Jean Perrin, puisqu'on va travailler sur la généralisation du dépistage du cancer du sein pour nos personnes accompagnées femmes.
Et ce qu'on souhaiterait, nous, c'est travailler sur une facilitation de l'admission et du parcours de soins, et donc pouvoir, en amont, leur permettre d'avoir toutes les informations pour procéder à l'admission en amont et préparer les protocoles de soins via l'envoi des données de santé de nos personnes accompagnées via le DMP. Sauf qu'on constate qu'ils n'ont pas encore cette habitude d'utiliser la messagerie de santé et le DMP. Dans les points importants aussi, on a encore et on aura toujours certaines familles qui resteront non familiarisées avec l'informatique et qui ne l'utiliseront jamais pour une certaine génération. Donc là, on sait qu'il y a des personnes avec lesquelles on ne pourra pas déployer l'utilisation du MSS et du DMP. On ne sait pas trop encore, Mickaël nous rejoint, je crois, on ne sait pas trop encore si les aidants peuvent consulter leur espace de santé en fonction des distinctions s'ils ont une tutelle, une habilitation familiale. On ne sait pas trop encore si eux, avec cette habilitation-là, ont la possibilité d'accéder à la messagerie. Et nous avons, nous, un frein, mais du côté du logiciel métier du dossier unique de l'usager, sur la non-possibilité de choisir des bonnes catégories de documents pour l'envoi dans le DLU. Donc il faut encore que nous, on forme nos professionnels sur comment on constitue le DLU, quels sont les dossiers, les éléments à mettre dans un DLU, puisqu'il faut qu'ils aillent le chercher dans différents éléments du dossier. On n'a pas la possibilité encore de constituer un document unique. Mais ça, c'est un frein de développement lié à Ogiris. Voilà. Ce qu'on pourrait dire pour la suite, c'est que il est important qu'on puisse identifier le rôle des aidants, donc des représentants légaux en tant qu'aidants numériques dont on parlait, mais aussi en tant que personne qui gère ou alimente les données ou qui a accès, quels sont leurs rôles précis pour la suite. Nous, ce qu'il faut qu'on voit encore, là, et on est en train de se faire aider par un service juridique, c'est comment on adapte les courriers d'information et de recueil du consentement. Ce que Nicolas notait aussi, c'était d'anticiper le délai de réception des cartes CPS pour les IDE, puisque ça peut mettre un certain délai. Voilà. Très important aussi d'un point de vue opérationnel sur le terrain, c'est de pouvoir mettre en place un accompagnement pour nos professionnels de santé et aussi éducatifs sur l'usage des outils. Donc on a rédigé beaucoup de modes opératoires pour être sûr que les personnes comprennent la tâche, les enjeux et l'appliquent. On a constaté que ça pouvait sécuriser et rassurer les équipes en charge de l'accompagnement au quotidien. Aujourd'hui, nous, le principal enjeu, ça va être de s'assurer maintenant, dans le cadre de chaque collaboration avec des partenaires de santé, si on a bien une utilisation régulière de la messagerie et du DMP. Voilà, dans les grandes lignes, j'ai fini la présentation de notre tour d'expérience. Merci beaucoup, c'était très clair. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat. Je ne sais pas si c'est un problème technique ou si les gens n'ont pas osé. On va activer vos micros. Je vous engage à lever la main si vous avez des questions, si vous voulez prendre la parole. Alors, Madame Michel, oui, alors je vais activer votre micro. Normalement, vous pouvez l'ouvrir. Bonjour, merci pour ces présentations très claires. Pour ma part, je travaille en EHPAD. Le DMP, j'ai à peu près compris. J'ai plus de mal à savoir quand est-ce que je vais utiliser la messagerie, le MS Santé. C'est plus ça, voilà, dans mon exercice particulier en EHPAD,
dans quelles circonstances je pourrais utiliser cet outil? Alors, si vous voulez, moi, je peux essayer de répondre. C'est Mickaël, donc Gérard Depal, le DSI de l'ADAPI, je viens de vous rejoindre. Effectivement, c'est aussi des questions qu'on s'est posées dans les cas d'usage de nos différents établissements. On a essayé de nous en retirer une règle assez simple. En fait, aujourd'hui, la messagerie de santé, elle va servir surtout à travailler entre professionnels de santé et à communiquer des informations de santé entre professionnels de santé. Jusqu'à présent, ça pouvait être échangé par mail, par voie de courrier, etc. Donc des voies qui ne sont pas sécurisées. Et là, la messagerie va servir essentiellement à ça. Il y a un deuxième cas d'usage qui va consister à utiliser cette fois-ci la messagerie citoyenne, donc la messagerie des personnes que l'on accompagne. Et là, on va leur envoyer directement à eux et exclusivement à eux des documents que l'on considère personnels et pour lesquels on estime qu'il n'y a pas besoin de les communiquer à d'autres professionnels de santé, ou en tout cas que ce n'est pas de notre responsabilité ou de notre choix de le communiquer aux autres professionnels de santé. Et là, on va utiliser la messagerie de santé interne pour envoyer vers la messagerie citoyenne des personnes que l'on va accompagner ou des aidants si c'est le cas. Voilà, c'est vraiment ces deux cas d'usage qu'on a nous identifiés, professionnel de santé à professionnel de santé ou professionnel de santé interne vers la personne accompagnée et encore une fois pour des documents de santé. Oui. Je compléterai avec qu'est-ce que cela permet? Cela permet que dans le cas de figure où un patient ne souhaite pas que l'établissement partage les données avec un autre professionnel de santé, cela permet aussi de dire voilà, vous n'avez pas accepté ou, que l'on fasse ce partage d'informations. Nous vous le délivrons, à vous de choisir auprès de quel praticien vous souhaitez partager ces informations. Et cas de la messagerie de santé, par rapport aux différents scénarios que l'on a vus, exemple, retour d'hospitalisation, le médecin de l'hôpital peut mettre à disposition dans la messagerie les comptes rendus, les ordonnances pour les suites pour d'autres praticiens, entre praticiens. Peut-être si je peux me permettre de compléter d'un point de vue outil, en fait, dans mon espace santé, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, donc il y a l'outil auquel accède l'usager. Il y a plusieurs espaces, on va dire. Donc il y a cet espace messagerie sécurisée, comme ça a été dit, c'est vraiment une boîte, enfin un outil de messagerie, une boîte de messagerie qui est accessible uniquement de l'usager. Et après, il y a ce qu'on appelle le dossier médical, donc anciennement DMP, où là, en fait, aussi bien des professionnels autorisés avec le consentement de l'usager que l'usager peuvent accéder à des documents. Donc là, c'est plus un espace de partage documentaire. Mais pour l'usager, il y a bien ces espaces qui sont différents au sein de mon espace santé. Qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une question dans le chat que je vais reprendre. Bonjour, je travaille en ESMS non médicalisé. L'utilisation du DMP éloigne les personnes de leur suivi médical car pas accessible sans les pros. En effet, l'outil numérique renforce presque la dépendance des personnes à leur accompagnement pour pouvoir accéder à leurs données de santé. Pourquoi vous dites que ce n'est pas accessible sans les professionnels? Je vais vous donner la parole si vous voulez, Madame Desmarais. Je vous expliquerai. Que je vous retrouve dans la liste. J'ai autorisé votre micro si vous voulez peut-être nous expliquer plus précisément. Ah, d'accord, vous n'avez pas de micro. On peut... Ah, donc ça serait un souci du coup d'accompagnement des usagers pour activer en fait leur espace santé, c'est ça? Pour le suivi en général.
Après, du coup, en tout cas, le DMP et mon espace santé ne doit pas obligatoirement, dans tous les cas, se substituer à donner, par exemple, les comptes rendus en papier à la personne, etc. Donc, voilà, c'est sûr que ça ne doit pas supprimer les éléments papier dans des cas où la personne ne pourrait pas en prendre connaissance par d'autres moyens. Après, c'est aussi quand même là pour renforcer l'autodétermination des personnes en situation de handicap. Moi, je vous rejoins, bien sûr, il y a des situations dans lesquelles ça sera impossible que l'usager puisse prendre l'habitude de se connecter directement à mon espace santé. Pour autant, il y a quand même des personnes qu'on peut accompagner parfois qui ont quand même des smartphones, qui savent très bien les utiliser et avec de la pédagogie, on pourrait arriver à les aider à prendre l'habitude d'utiliser ces médias-là. Donc voilà, vous répondez dans le chat qu'effectivement vous les aidez à mettre en place un classeur de santé papier qu'ils apportent avec eux à leur rendez-vous. Voilà, donc en tout cas, on a bien conscience que ça ne peut pas être adapté à tout le monde, à tous les cas, etc. Il y a aussi cette notion, comme on le disait tout à l'heure, de l'aidant. Donc vous accompagnez des personnes, vous êtes un aidant professionnel. Après, il peut y avoir aussi parfois des aidants familiaux ou autres, en tout cas que la personne cible comme étant son aidant et à qui elle voudrait peut-être bien aussi déléguer une partie du suivi. Voilà, donc je pense que tout n'est pas à mettre à la poubelle, entre guillemets, parce que voilà, vous êtes dans un accompagnement pour lequel la majorité, peut-être, des personnes que vous suivez, ça va être compliqué en termes de fracture numérique. Après, il y a des évolutions qui sont à venir qui pourront donner encore plus de sens à ces accompagnements-là, comme je vous le dis, avec le module aidant, par exemple. Mais voilà, effectivement, ça ne peut pas convenir à tout le monde et ça ne doit pas exclure obligatoirement l'usage du papier dans certains accompagnements, en tout cas. Tout à fait d'accord avec vous. Oui, pour compléter peut-être sur l'usage de terrain, entièrement d'accord sur le fait qu'il faut continuer à mettre du papier, parce que comme on le disait tout à l'heure, tous les professionnels de santé ne sont pas encore soit équipés, soit pas encore dans cette dynamique, même si ça progresse très très rapidement grâce au travail entre autres de la CPM qui motive les professionnels de santé. Mais oui, ça fait partie de l'accompagnement et nous on l'a vu comme ça auprès de nos professionnels non professionnels de santé interne, justement, dans l'accompagnement qu'on fait des personnes handicapées. Et c'est même eux qui nous ont dit à un moment donné, quand on les a informés, que ça leur paraissait très intéressant et qu'au contraire, ils auraient certainement accès à des informations qu'ils n'avaient pas forcément accès aujourd'hui ou accès ou mal accès, entre guillemets. Alors, oui, ça correspondra jamais à 100% de la population. Mais ce que je dis là, c'est exactement la même chose si on sort du cadre des personnes que l'on accompagne. Si on prend la population en général, ça ne correspondra jamais à 100% de la population non plus. Donc voilà, il y a quand même des bienfaits et on continue effectivement à côté un peu de papier également en attendant que ce soit beaucoup plus généralisé. Et puis, je crois qu'il y a deux choses qui ne sont pas antinomiques, mais tout à fait complémentaires. C'est à la fois, dans le cadre de l'autodétermination, utiliser des outils de communication facilitants qui permettent effectivement à la personne accompagnée de s'approprier son parcours de soins et d'être actrice dans le cadre des consultations de son parcours, de ses choix et de ses besoins. Mais il y a aussi, on le voit, c'est dans la continuité du parcours, en cas de orientation, de changement, c'est la possibilité effectivement d'avoir un espace qui centralise toute l'histoire du parcours de santé de la personne accompagnée, et cela, quelle qu'elle soit son évolution, en fait. Donc ça a vraiment un intérêt. En fait, c'est complètement complémentaire, à mon sens. Il y a d'autres réactions ou questions? On lit votre question.
Ouais, ça c'est un sujet aujourd'hui avec tout le démarrage des déversements de documents dans le DMP. Là, de ce que vous décrivez, donc pour resituer pour tout le monde, hein, c'est que quand vous recevez un compte rendu d'un médecin, par exemple externe à votre structure, qui arrive que vous intégrez dans l'outil métier, eh bien celui-ci du coup va directement être envoyé sans même que vous fassiez une action spécifique dans le DMP. Et ça vous questionne, et assez à juste titre, hein, je trouve que c'est très bien de le réfléchir comme ça, de vous dire peut-être que le spécialiste l'a déjà envoyé dans le DMP. Et là en fait moi mon DMP, mon DUI, donc mon dossier, mon logiciel métier le renvoie une fois. Donc c'est vrai que normalement, hein, l'objectif en tout cas d'envoyer dans le DMP, c'est quand même que vous, en tant que professionnel d'une structure, vous devez envoyer des documents normalement qui sont générés et produits par votre structure. Et ça ne devrait pas être normalement, je reprends des documents de confrères, enfin de partenaires, quels qu'ils soient, et que je les renvoie. Alors voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, y a des paramétrages de vos outils qui seront probablement à revoir avec le temps, et que faut rediscuter avec vos structures pour se questionner, parce que voilà, parfois on est dans des programmes avec des cibles d'usage qui nous poussent parfois à alimenter des documents qui peut-être de premier instant ne devraient pas obligatoirement être faits par notre établissement. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut réfléchir et affiner avec le temps qu'est-ce que vous envoyez dans le DMP quand on est un établissement médico-social, pour que ça ait du sens et pas effectivement qu'on pollue mon espace santé de la personne. Donc je vous rejoins pleinement, vous avez bien raison, et c'est quelque chose qu'il faut retravailler à l'interne de la structure. Et on peut consulter le DMP de la personne qu'on accompagne également pour vérifier si le document y est ou pas. Voilà, si on est professionnel de santé, oui, effectivement. Si on est habilité, évidemment. Alors, nous constatons dans le DMP. Oui. Je ne sais pas si je réponds aussi pour la Fondation Grimaud, du coup, qui met en avant que vous remarquez que les adresses mail renseignées dans les Mon Espace Santé, en fait, des résidents, sont celles des familles, ce qui pose la question pleine de la confidentialité des données de santé. C'est vraiment quelque chose qui a été remonté pendant l'expérimentation de Mon Espace Santé dans le médico-social, et en particulier en EHPAD, où les personnes sont, vous êtes vraiment en lien avec les aidants, puis les aidants qui prennent leur place, parce que voilà. Et même s'il n'y a pas toujours un mauvais esprit derrière, mais en tout cas qui vont s'assimiler dans le Mon Espace Santé de la personne, et du coup le consulter comme si c'était leur propre espace. Donc là, il y a vraiment un travail pédagogique déjà à faire. Bon, de toute façon, au sens de la loi, bien sûr, c'est interdit, hein, cette pratique. Et après, il y a bien sûr ce fameux module aidant dont je vous parlais, dont on vous parle aussi, qui doit être développé par le national et être mis en place. Hein, mais on attend la loi par rapport à ça, qui devra aussi permettre à ces aidants, au fond, de prendre la place qui leur est due, et pas de se substituer à la personne, hein, puisqu'effectivement, ça peut poser question de se dire qu'ils ont accès à l'espace santé de la personne comme si c'était elle. Donc ouais, tout à fait, c'est des choses qu'on a bien fait remonter, en tout cas au niveau national, cette problématique et ces abus de consultation. Hein. Ouais, tout à fait. Et enfin, il y a une dernière question. Les usagers peuvent-ils choisir qu'un élément médical ne soit pas vu, partagé par les professionnels de santé dans son dossier? Je te laisse la parole. Oui, donc effectivement, un usager peut venir masquer des documents, mais les documents resteront toujours visibles par l'auteur du document, la personne qui a alimenté le document dans Mon Espace Santé, et également par ce qu'on appelle des professionnels de santé administrateurs, donc qui sont désignés par l'usager comme étant administrateurs du DMP. En tout cas, il y a cette possibilité. Il y a d'autres questions ? En tout cas, juste pour toutes ces questions sur Mon Espace Santé, alors de toute façon, vous allez peut-être en parler, toutes les ressources à venir, mais pas particulièrement, mais en tout cas, sachez que sur notre site internet, pour du côté ESMS, on a aussi un webinaire qui est vraiment destiné pour vous expliquer tout le maillage sur Mon Espace Santé, le DMP en ESMS, donc ça peut aussi répondre à toutes ces questions que vous vous posez. Voilà, donc peut-être que dans le compte rendu, on vous remettra tous ces liens. Voilà. Faire les ressources et les webinaires. Tout à fait. Écoutez, merci à tous. Merci pour votre témoignage, Monsieur Ribière, et votre collègue dont j'ai oublié le nom. Merci à tous pour votre participation. On vous transmettra donc le replay des ressources complémentaires. Et bonne journée à tous.